Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je suis parti un peu trop fort dans ma façon de faire. Je suis un peu trop... voilà. Donc on va se calmer. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Mireille. Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors, comment s'est passée ta semaine ? Ben, très bien. Ok, super. Et toi ? Très bien aussi, ouais. Oui, voilà, avec les aléas de la vie. Il en faut peu pour être heureux, hein. Vraiment très peu. C'est ça, il faut savoir être pragmatique. Exactement, voilà, il faut aller à l'essentiel. Quand l'appétit va, tout va. J'ai croisé j'ai discuté avec une sœur de l'église, là, dont je tairai le nom, et en fait, j'ai découvert donc, qu'elle écoutait Memento Mori, et je dis, ah ouais, c'est super, elle me dit, ouais, je l'écoute la nuit quand j'ai des insomnies pour me rendormir. Elle était sérieuse, ouais. Non, elle était sérieuse. Donc, écoute ma voix, rendors-toi, chère sœur. Voilà. Il faut dormir. Tu peux te rendormir. Voilà, et j'ai dit, mais ça marche ? Et elle me dit, oui, ça marche. Elle dit, donc des fois, elle écoute en 2-3 fois parce qu'elle se rendort. Et voilà, écoute, c'est intéressant, hein, n'est-ce pas ? Ah, qui eût cru qu'on ait des vertus apaisantes comme ça ? Ouais, c'est clair. Peut-être juste remercier, on l'avait fait pour David, mais là, on a Morane de l'équipe de Memento Mori. Qui s'en va qui vogue vers de nouveaux ports, de nouvelles destinations, de nouvelles aventures, et qui nous a rendu des fiers services, celle qui a fait tous les visuels depuis longtemps. Donc Morane, merci. La France te remercie, beaucoup. Ta nation te remercie, et Matt et moi aussi. Et à bientôt si un jour on se croise. Sachant qu'on est dans la même église, je vais la voir dans 2 jours. Non, je la vois ce soir. Donc voilà. Merci beaucoup, Morane. Merci à Quentin aussi, qui nous fait tout le travail de montage et qui a pris le relais de David. C'est cool, merci Quentin. Même si lui, on sait qu'il écoute pas, il s'en fout. En fait, lui nous monte et puis voilà. Ouais, je pense qu'il écoute quand même un peu. Ouais, il me disait qu'il écoutait pas, ce petit traître. C'est vrai ? Ouais. Ah, il y a moyen. Faudra lui demander. Ouais, c'est ça. Enfin voilà. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler d'un nouvel épisode. Alors, la semaine dernière, on savait pas de quoi on allait parler, et là, je m'en souviens plus non plus. Oui, voilà. On commence avec... T'es incroyable. Je suis de plus en plus professionnel, moi. Oui, non. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler des réseaux sociaux. Oui. Merci. Comme toi et moi avons de nombreux comptes de réseaux sociaux, ça tombe bien. C'est ça, ouais. Vous avez dû voir ma story que j'ai publiée pour vous dire de surtout pas rater cet épisode. Ouais, vous avez dû voir mon snap. C'est ça. Du coup, comme on est des spécialistes des réseaux sociaux et de leur usage, on va en parler. C'est un sujet dont on voulait parler depuis un moment. On a dit qu'on ferait un épisode spécialement là-dessus. Yes, mais peut-être justement, on pourra, pas en intro, mais au fur et à mesure, enfin, dans l'épisode, on pourra expliquer pourquoi on n'est plus sur les réseaux sociaux, toi et moi. Peut-être pour des raisons différentes d'ailleurs, mais oui, ce sera peut-être intéressant. C'est possible, ouais. Ok, du coup, première question, Raph, pour nous. Je pense que c'est bien de poser un cadre quand on parle des réseaux sociaux. Comment on pourrait aborder la technologie en général ? C'est-à-dire, ce serait quoi une vision biblique de la technologie à grands traits, bien sûr, et des réseaux sociaux en particulier ? Qu'est-ce que tu dirais comme balise qu'il faudrait poser ? Oui, alors effectivement, c'est important de partir d'une vision biblique de la chose avant de partir dans tous les sens. Alors sur la technologie en général, alors tu voudrais dire peut-être la technologie numérique, les nouvelles technologies, tout ça ? Non, la technologie en général. Ouais. D'accord. Alors, donc autant disserter sur la vie et sur l'univers. Non, la technologie, j'aimais bien un petit peu la façon dont l'aborde Tony Reinke. On en avait parlé dans Génération Smartphone, je crois. Ouais. Au début, il fait une espèce de théologie de la technologie. Ouais, c'est ça, une théologie de la technologie. Donc, en gros, la technologie,
c'est un acte, en fait, c'est un acte culturel de modification, de création, en fait, donc d'une technologie, d'un outil qui va nous permettre d'acquérir des capacités qu'on n'a pas, amplifier certaines que l'on a, de limiter des problèmes que l'on a, ou des limites que l'on a. Donc en fait la technologie n'est pas la conséquence de la chute, le développement technologique fait partie de la création, je dirais. Mais bien sûr, comme on le voit à chaque fois en théologie biblique, avec notre schéma habituel, création, chute, rédemption, etc., la chute a un impact sur notre façon de concevoir la technologie et de l'usage. On n'est pas des personnes neutres qui créons des technologies neutres, mais nous sommes des personnes avec des intentions, des motivations qui créent des technologies pour certains usages. Voilà, je parle de façon très très générale. Ouais. Peut-être tu peux reprendre les points de Tony Reinke, si tu veux bien. Vas-y. Parce que j'aime bien son approche. Il dit, premièrement, la technologie transforme la création. Donc ça, c'est le mandat culturel. Ouais. On en a parlé plusieurs fois. On a fait un épisode sur le mandat culturel. Deuxièmement, la technologie atténue les conséquences de la chute. Et voilà, ça, c'est l'idée de la grâce commune. Ouais. Et un exemple, ça va être une béquille. Une béquille, ouais. Voilà, tout simplement. Super, excellent. Un médicament, un truc comme ça. Troisièmement, la technologie manifeste la puissance de l'homme, et notamment pour faire le mal. Et là, on pense aussi les technologies qui ont été employées dès après la chute pour montrer la rébellion de l'homme, l'autonomie de l'homme avec les constructions des villes, etc. D'ailleurs, c'est un de ces points. La technologie permet l'autonomie humaine. Oui. La technologie contribue à édifier l'âme comme médium de la révélation. Par exemple, on pense à l'écriture et à l'invention du papier, de l'imprimante, enfin de l'imprimerie, etc. Les arts, etc. Oui, tout à fait. La technologie soutient et fortifie le corps. Là, justement, il parle des lunettes, des prothèses, des vêtements, de tout ce qui est de notre existence corporelle. Tout à fait. Il rappelle que Dieu préside à toutes les technologies humaines et il emploie même, il va jusqu'à dire que Dieu a hacké la croix. Que la croix, c'est à la fois une technologie inventée par l'homme. Oui, Dieu a hacké la croix, excellent. J'ai mis du temps à comprendre, mais énorme. J'avais oublié ça. Pour détruire des hommes, et notamment pour mettre à mort, Jésus. Supplicié. Ouais. Mais Dieu a hacké la croix, il a détourné la croix de cet usage-là pour le transformer en moyen qu'il avait choisi pour sauver tous ceux qui croiraient en Jésus. La technologie façonne toutes nos relations, ça c'est super important, surtout quand on va réfléchir les réseaux sociaux. Oui. Et enfin, la technologie façonne notre théologie. Oui. Alors tu peux on peut peut-être illustrer très brièvement ces deux derniers points sur le fait que ça façonne les relations et la théologie. Ouais, alors souvent quand on parle de technologie ou de culture, on l'avait déjà dit, les chrétiens en général tendent à oscillent entre deux extrêmes. Le premier extrême, ce serait de considérer que la technologie, elle est bonne. Ce serait plutôt une vision optimiste. Et donc, il y a un a priori positif sur la technologie. La théologie, ouais. Et puis un autre extrême serait de considérer que la technologie est mauvaise, et notamment en termes de conception, puisqu'elle est conçue par l'homme qui est mauvais, elle est intrinsèquement mauvaise. Ça serait la vision pessimiste. Donc il y a une vision optimiste, une vision pessimiste, et il y a une troisième vision qui est naïve. Ce serait de penser que la théologie, elle est neutre, la technologie, pardon, elle est neutre, et de croire que c'est notre usage qui va déterminer un peu l'orientation morale de la technologie. La vision biblique, c'est que la technologie n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce qu'elle induit certains comportements. Ça, c'est très important pour notre réflexion. Selon certaines motivations. C'est ça, conçu selon certaines motivations pour provoquer certains usages. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que quand on parle de technologie, on parle d'usage, d'outils qui ont été conçus dans un but par des gens.
Et ça va nous aider à réfléchir à la technologie en général et aux réseaux sociaux en particulier. On va en parler tout à l'heure. La question de l'usage est liée de manière déterminante à la conception. C'est ça. Et je pense que par rapport à la façon d'aborder les réseaux sociaux en particulier, les technologies des réseaux sociaux en particulier, je trouve que les gens imaginent que le but, naïvement en fait, que le but d'un réseau social, il est créé simplement pour leur permettre d'être connectés aux autres. Mais quand on regarde de plus près, ce ne sont pas ces données-là qui apparaissent sur le tableau de bord et sur le cahier des charges de ceux qui les conçoivent. Ça serait naïf de croire que c'est le seul but, mais ce qu'ils veulent, c'est d'autres choses, et on n'est pas simplement que c'est pas juste une plateforme qui est neutre où tu crées toi-même les liens, mais c'est une plateforme, quelle qu'elle soit, qui va t'inviter à un certain comportement, il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire, et qui va te suggérer un mode de relation avec les autres. Et cette plateforme va utiliser ta présence, le temps que tu passes dessus, l'attention, etc., que tu y apportes, pour elle servir à un but qui est tout autre, qui est un but qui est commercial. Hein. Je veux dire, comme on le dit souvent, hein, si le produit il est gratuit pour toi, c'est que c'est toi le produit, quoi, l'objet un petit peu de l'objet du business model, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup le livre, je sais pas si tu l'as lu, le nouveau livre de Cal Newport, Digital Minimalism. Non, je l'ai pas lu. Cal Newport, il dit les gens ne succombent pas aux écrans parce qu'ils sont paresseux, mais parce que des milliards de dollars ont été investis pour rendre cela inévitable. C'est ça. Et ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. J'ai entendu une interview du patron de Netflix, et c'était impressionnant. Le gars expliquait que il était interviewé sur le fait maintenant de la multiplicité, tu sais, des nouvelles plateformes de VOD, notamment avec la sortie de Disney Channel, Prime Video qui prend de l'ampleur, etc. Tout ça. Et il disait comment ça se passe pour vous la concurrence. Et puis il disait nos concurrents, ce ne sont pas les autres plateformes. Notre concurrent principal, c'est le sommeil des utilisateurs. Exact. Et en fait, tu lui dis, nous, on veut de l'attention, on veut qu'ils soient dedans, et ils font tout. Les algorithmes sont faits pour créer et captiver ton attention pour que tu restes dessus. Et ça, il y a effectivement des milliards qui sont dépensés pour ça, quoi. Donc, faut pas être naïf. C'est le premier truc, c'est ça. Et justement, Newport, dans son livre, il parle d'un autre livre qui s'appelle Les Marchands de l'attention, écrit par Tim Wu. Et il explique, donc dans ce livre-là qu'il cite, que l'économie de l'attention, ce modèle de l'économie de l'attention, il le fait remonter à 1830 avec la création du New York Sun. Le New York Sun, c'est les premiers journaux, tabloïd un peu. Je crois qu'ils appellent ça Penny Journal ou je sais pas quoi. Ouais. C'est un truc qui coûtait une pièce en gros, tu vois. D'accord. Et c'était vraiment des trucs un peu, des nouvelles un peu potins. Et il dit, son fondateur... Un tabloïd. Une espèce de tabloïd, mais de l'époque, donc c'est pas quand même TPMP, mais voilà. Ouais. Et il dit, le fondateur, il a innové en réalisant que ses lecteurs pouvaient devenir son produit et que les publicitaires seraient ses clients. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu dis. Et du coup, son but, c'était de vendre le plus de minutes d'attention de ses lecteurs aux annonceurs, puisque les clients, c'était les publicitaires. Ouais. Et du coup, il avait descendu le prix au maximum et aussi la qualité des histoires qu'il publiait parce qu'il devait en sortir beaucoup plus, tu vois. Et donc, on voit que cette économie de l'attention, c'est vraiment quelque chose qui a été repris. Et comme tu le disais, maintenant, le but de ceux qui conçoivent les technologies, c'est de nous faire passer le plus de temps sur leurs produits
parce qu'en fait, leur modèle économique repose sur l'économie de l'attention. Il y a plusieurs leviers, alors on pourra en parler. Il y a plusieurs leviers qui sont utilisés par l'un ou l'autre réseau social. Mais tu vois, j'ai lu une interview où il citait Sean Parker, c'est l'ex-président de Facebook. Il est à l'origine du service et il dit « L'objectif en développant Facebook, c'était de se demander comment consommons-nous le plus possible votre temps et votre attention consciente. » C'est cet état d'esprit qui a mené à la création de fonctions telles que le bouton « like » qui donne aux utilisateurs un petit coup de dopamine pour les encourager à poster plus de contenu. Et il finit, la citation en tout cas finit par « Tous nos esprits peuvent être détournés », hackés en anglais. Nos choix ne sont pas aussi libres que nous le pensons. C'est ça. Et typiquement, quand tu comprends ça, tu te dis que les gens qui imaginent du coup que en fait ils passent plus de temps avec leurs amis et sont connectés à eux, en fait c'est absolument pas ça, c'est qu'ils sont juste captifs d'une machine qui sait quel contenu leur proposer pour leur permettre de rester chez elle et en même temps leur vendre, leur communiquer des choses et tout ce que tu vois est programmé, enfin est présélectionné et tu ne vois pas ce qu'il se passe réellement mais ce que la plateforme veut que tu vois. Et ça c'est pas neutre quoi. C'est tout sauf neutre. Bon, excellent. Je te propose qu'on aille un peu en avant et il y a une question en fait de fond qui est intéressante que tu nous posais et c'est celle qu'on voit aujourd'hui où c'est un phénomène qui est, enfin je veux dire il y a une révolution vraiment technologique avec les réseaux sociaux. En tant que tel, ça a complètement changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens, enfin, je veux dire, l'engouement qu'il y a dessus, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que ces réseaux sociaux exercent une telle fascination sur nous et qu'ils aient une telle importance dans la vie même des médias. Tu le vois, à chaque fois, les sondages sur Twitter, dans toutes les émissions, les comptes, enfin tu vois, aujourd'hui les scandales viennent des réseaux sociaux, les mouvements dans la société, tu vois, tu prends MeToo, Balance ton porc, etc., sont des choses qui émergent grâce aux réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que ça se fait que ça exerce une telle fascination et que ça suscite un tel engouement, un tel usage ? Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses principales. La première, c'est la manière dont ces applications sont conçues. Le design, ouais. Donc, premièrement, elles sont conçues pour attirer notre attention. Et peut-être on va pouvoir rentrer un peu dans les détails, quels sont les leviers qu'elles utilisent. Ouais. Deuxièmement, c'est que ça répond à quelque chose, une aspiration de notre cœur. Ouais. Et je pense que si on considère la première raison, donc la conception, sans considérer le cœur, on va se tromper à la fois sur les symptômes et aussi sur le remède, parce qu'on va agir sur la technologie. Et ça, c'est un truc qui est mis en avant par tous ceux qui réfléchissent à la technologie. Il y a 3 niveaux d'action. Soit agir sur la technologie en elle-même, soit agir sur notre usage de la technologie, soit agir sur nous-mêmes. Et si on oublie que le problème d'abord c'est le cœur, alors on va pas prendre la solution la plus efficace. Voilà, il faut avoir ces deux choses. Ouais. Quand on parle de la conception, il faut vraiment voir la manière dont les technologies, chacune d'une manière différente d'ailleurs, elles touchent tous à cette économie de l'attention. Ouais. Mais il y a un truc qui est transversal, c'est vraiment alors il y a pas longtemps là, j'ai fait un atelier au centre évangélique sur justement les smartphones, mais en fait j'ai fait sur les réseaux sociaux parce que les smartphones en lui-même c'est pas trop un problème, hein. Ouais. Le problème de l'attention, elle est liée avec ouais, c'est ça. avec l'App Store. Ouais. Avant c'était un gros téléphone mais qui faisait pas grand chose quoi. Sinon qu'il y avait les mails. Et ça aussi c'est un exemple qui est cité dans Digital Minimalism de Cal Newport. Il parle d'une expérience dans les années 70 conduite par un mec qui s'appelle Michael Zeiler, qui avait un peu répliqué notre expérience qui est connue de Skinner, qu'il avait fait avec des rats, mais cette fois-ci
Zyler, dans les années 70, il met un pigeon dans une boîte. Et dans cette boîte, il y a un seul truc. Il y a un bouton au sol. Ouais. Et en fait, le pigeon remarque que en appuyant sur le bouton qu'il y a dans cette boîte, de temps en temps, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Et dans cette trappe, il y a de la nourriture. Sauf que cette trappe s'ouvre de manière aléatoire. Ouais. Et Zyler, il voit et il établit avec d'autres recherches que le caractère imprévisible de la récompense relâche plus de dopamine. La dopamine, c'est quoi ? C'est un neurotransmetteur clé dans la recherche de la satisfaction de nos désirs. Et du coup, plus on appuie, et plus la trappe va s'ouvrir, mais on ne sait pas quand elle va s'ouvrir, du coup, on va appuyer encore plus. Et il y a un journaliste, Adam Alter, qui a rapproché cette expérience du principe qui est répliqué dans les réseaux sociaux. Et en fait, quand on nous explique comment ça marche, les notifications qu'il y a dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, notifications de demandes d'amis, de likes, de commentaires, etc., elles sont pas en temps réel. C'est-à-dire que c'est pas parce que je mets un commentaire que tu vas avoir une notification. Elles sont stockées et elles sont relâchées de manière aléatoire, suivant leur algorithme, au fur et à mesure que tu recharges. Donc toi, en fait, tu vas être poussé à recharger de manière presque compulsive pour voir apparaître ces nouvelles notifications. Et en fait, pour lui, c'est exactement le même comportement que devant une machine à sous où on va jouer de manière compulsive en attendant de gagner, tu vois, en attendant qu'il se passe un truc. Et il dit, à chaque fois qu'on recharge la page, on regarde est-ce qu'on a gagné quelque chose cette fois-ci. Donc, ce levier-là, il est ultra important dans la manière dont les applications sont conçues. C'est ça. Et l'application telle qu'elle est conçue aussi enregistre ton activité dessus. Et en fait, ton comportement ton usage va renforcer à chaque fois l'intelligence de l'algorithme qui sera de plus en plus, du coup, analyser ton comportement et savoir comment te garder, te donner ce dont tu as besoin quand c'est le bon moment, etc. Et en gros, te captiver, te manipuler finalement pour captiver ton attention, quoi. C'est ça. Et le développement va toujours dans ce sens. C'est-à-dire qu'en 2016, Facebook crée de nouveaux boutons réaction. Tu sais, avant, il y avait juste like et commentaire. En 2016, ils sortent les boutons où tu peux mettre un sourire, tristesse, joie, etc. Et en fait, ils se basent sur les 6 émotions universelles. 6 émotions où la manifestation de cette émotion est partout la même sur le globe. Donc joie, surprise, tristesse, colère, dégoût et peur. Et en faisant ça, en un changement de l'application, ça leur permet de collecter l'humeur et les réactions, alors que c'était beaucoup plus compliqué de capter ça avec les commentaires où ils devaient analyser, etc. Tu vois. Et ils ont fait aussi une expérience. Ils ont modifié le fil d'actualité de certains utilisateurs et ils ont montré comment le contenu montré influençait le contenu posté. Et ils ont montré par là que Facebook peut modifier les émotions des utilisateurs en modifiant leur fil d'actualité. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est encore peut-être plus puissant sur Instagram, où tu es que sur de l'image. Et je lisais là pour préparer notre épisode, parce que quand même, j'ai aussi un peu lu. C'est Marcus Appel. Je mettrai le lien, là, il a écrit une étude là-dessus, sur la question du narcissisme et de l'usage des réseaux sociaux. Et en fait, il montre comment justement les images, notamment d'Instagram, vont favoriser des tendances narcissiques, mais en les pervertissant de plus en plus. Et il y a une corrélation directe qu'il a démontrée entre justement l'environnement idéal, les images idéalisées, scénarisées, etc., que tu vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et l'anxiété que ça génère
chez les personnes qui les consomment, en particulier chez les jeunes femmes, tout ce qui est lié à l'apparence, au corps, etc. Et qui va en gros les faire rentrer dans une spirale un petit peu qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus elles se sentent mal, plus elles vont regarder pour fuir des médias sociaux, donc des images, et plus elles vont regarder ces images, plus elles se sentent mal, quoi. Tu vois, Ouais. et en gros, tu es pris dans une spirale comme ça, où, voilà, et surtout que tu vois des gens qui sont censés être des gens réels, comme toi, mais qui sont présentés, et en fait, qui se mettent en scène, qui se mettent en scène, et qui se montrent tels qu'ils ne sont en fait pas. Ce n'est pas la réalité, mais sauf que tu crois que ça l'est. Et du coup, tu compares ta réalité à la leur, et tu dis, mais leur vie est tellement plus extraordinaire, etc. Et du coup, en fait, toi-même, du coup, ça va te pousser à transformer ton image de toi et te pousser dans cette illusion que, en gros, l'image de toi sur les réseaux sociaux, et il va jusque-là, il dit que pour les personnes qui sont complètement addictes, l'image d'elles sur les réseaux sociaux est plus importante que leur image dans la vie réelle. Et dans les relations qu'ils peuvent avoir, quoi. Et pour certains, en fait, leur compte sur les réseaux sociaux, leur compte Instagram ou etc., est devenu la chose la plus précieuse qu'ils ont, parce que c'est tout ce qu'elle dit qu'ils voudraient être, tu vois. Donc je mettrai le lien de l'article, c'était assez intéressant, quoi. Ouais, ça c'est le deuxième biais, donc avec ce qu'ils appellent le renforcement positif intermittent, donc c'est le truc dont je parlais. Ça c'est la recherche de la validation sociale, c'est le deuxième gros biais. Et sur d'autres trucs aussi, sur Snapchat par exemple, ils ont... Alors tu vois, c'est marrant, parce que Snapchat, ils ont pris le contre-pied de Instagram, où Instagram en fait ça marche à fond sur les likes, sur l'approbation, etc. Snapchat, le fonctionnement est différent, et ils ont enlevé la question des likes, etc. parce que ça pouvait être une trop grosse pression sociale et t'empêcher de poster des choses de manière plus naturelle et plus authentique, entre guillemets. Snapchat, ça va être l'instant présent, le partage du quotidien, la capture du moment, etc. Alors que Instagram, c'est super travaillé, nanana. Et ils se sont dit, si on laisse en fait ce truc de like et tout, il y a une pression sociale trop grande. Et donc, ça va bloquer les gens de partager des trucs plus fun, plus intimes, etc. Mais ils ont fait une fonction pour à la fois alimenter la recherche de validation et aussi l'addiction, ou en tout cas l'utilisation du réseau. C'est que tu as une espèce de compteur qui compte le nombre de jours où tu as snappé. Et ce compteur, il augmente. C'est-à-dire que si tu snaps pendant, 10 jours consécutifs ou je sais pas quoi, t'as 10, c'est des petites flammes, je crois. Ouais. Et le but, c'est de pas perdre ça, tu vois. Ah oui, d'accord, et ok. J'ai lu des articles, j'ai vu des trucs où certains... ce qui est gratifié, c'est l'utilisation, quoi. Plus tu utilises, plus tu es gratifié. C'est ça. Et certains utilisateurs, notamment les ados, voulaient pas perdre leur compte, qui était à je sais pas combien, tu vois. Et donc, ils prêtaient leur compte pendant qu'ils partaient en vacances et qu'ils pouvaient pas snapper. Ouais. Ils prêtaient leur compte à des personnes pour qu'elles snappent à leur place. Ça devient une espèce d'animal de compagnie que tu dois entretenir, tu vois. Tu vois, obligé de nourrir le truc, sinon ça meurt, quoi. C'est exactement ça. Mais ça crée une dépendance. C'est pour te rendre lié à l'application, quoi. C'est exactement. Et je pense, voilà, ça montre peut-être le deuxième aspect, qui est le cœur. Ouais. Un cœur qui est avide de spectacle, si on reprend l'expression de Tony Reinke. Et même... Ouais, c'est avide de spectacle. Et ce qui est particulier avec les réseaux sociaux, c'est avide de se mettre en spectacle. De se mettre en scène, parce que alors oui, on aime consommer, je pense, ce que les autres montrent d'eux. Il y a ce côté voyeuriste,
d'une curiosité un peu malsaine où les gens te donnent accès à des choses normalement auxquelles tu ne devrais pas avoir. Et il y a quelque chose qui flatte une curiosité qui est pas respectueuse de ce qui devrait normalement être l'intime. Et ça, c'est un truc, peut-être on en reparlera, mais les frontières entre l'intime et le public qui sont complètement défoncées hein, avec les réseaux sociaux. Mais aussi, ça révèle la prévalence au narcissisme, c'est-à-dire surtout à se mettre soi-même en scène, désirer être aimé, vu, comme tu disais, la dopamine. Si tu mets une photo de toi qui est beaucoup appréciée, ça renforce l'image que tu vas avoir de toi. Et inversement, si tu mets une photo de toi qui est peu appréciée, ça peut te démolir, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est notre lien, mais aussi, notre regard des autres, mais aussi ça exacerbe notre narcissisme et notre besoin d'approbation immédiate des autres et d'être reconnu et de pouvoir, la capacité de se mettre en scène pour créer une célébrité qui en fait qui repose finalement sur pas grand chose hormis le fait que tu as besoin d'être célèbre pour être célèbre, quoi. Ouais, alors tout ça repose aussi sur quelque chose qui est inhérent à l'être humain et qui a priori n'est pas mauvais. Ouais. C'est-à-dire que cette envie d'avoir des relations, elle est dans le fait que l'homme a été créé un être relationnel pour vivre en alliance avec Dieu, en relation avec les autres. Ouais. On a été créé pour vivre avec notre prochain. Et donc, en fait, il y a quelque chose en nous qui court après les relations, et ça, c'est normal. Après, le problème, c'est qu'à cause du péché, ça se transforme en idolâtrie. Oui, et puis ce que tu mets en relation, ce que tu offres à l'autre, c'est pas finalement toi dans tout ce que tu es, et c'est pas dans le but d'aimer l'autre, mais c'est dans le but d'être aimé par l'autre, en lui présentant que les aspects idéaux de toi, que tu vas sélectionner, que tu vas mettre en scène et que tu vas poster pour avoir son approbation. Tu pervertis le problème, c'est pas la relation. De la relation, quoi. Exactement. C'est la perversion de la relation et qu'offre ça, ouais, tout à fait. Et puis c'est justement comme tu dis, la perversion de la relation, c'est que la relation, du coup, elle est plus centrée sur l'autre, mais elle est centrée sur moi. C'est ça. C'est un peu une espèce de Babel digital, quoi. Tu vois, que tu te construis où les autres doivent vraiment... tu vois, c'est toi qui cherches à t'élever et à te mettre au-dessus et tu mets ta valeur vraiment là-dedans, quoi. Ouais. Mais si ça agit sur le cœur, c'est qu'il y a des cordes sensibles dans notre cœur qui résonnent de manière particulière à tous ces réseaux. Et c'est vrai que le premier, c'est le besoin de sociabilité, le besoin d'appartenance, mais aussi le besoin d'approbation. C'est-à-dire, ce besoin d'approbation sociale, il est normal aussi, parce qu'on a été créé pour être aimé. Et là encore une fois, c'est pas ça le problème. La personne qui a envie ou besoin d'être aimée, elle n'a pas un problème, en fait, elle est normale. Ce serait plutôt celui qui n'a pas du tout envie d'être aimé qui aurait un problème. La question, c'est pourquoi et comment et qui. Ouais, et puis on a été créé, les Écritures ne le présentent vraiment pas tellement dans ce sens-là. L'accent, il est vraiment plutôt mis sur, certes, on est l'objet de l'amour de Dieu, mais on est créé pour servir Dieu et pour aimer les autres. Et les Écritures parlent vraiment de l'orientation du cœur, quoi. C'est en aimant les autres et en aimant Dieu que vraiment on trouve son bonheur. Or, le truc, c'est que on a tendance, avec les pratiques et les usages et le but des réseaux sociaux, c'est d'inverser les choses. C'est-à-dire que les autres t'aiment, que les autres regardent à toi. C'est pas toi qui regardes à eux, mais c'est eux qui regardent à toi. Et tu cherches l'amour des autres comme étant le but ultime de ta vie et non pas à vivre pour aimer les autres, quoi. Et d'ailleurs, tu as des relations très mercantiles quand
commente quoi et dans quel but. Où tu as beaucoup de gens qui vont être dans des commentaires un petit peu de type fan, donc où tu ne t'attends à rien. Et tu as aussi d'autres usages qui vont être des personnes qui, pour être likées, vont, elles, aller commenter d'autres ou liker d'autres, mais dans le seul but qui est un renvoi d'ascenseur, quoi. T'es vraiment dans de la transaction. Et si t'as pas ça, et en fait, il montrait que que t'as un peu comme un espèce de jeu implicite, des règles implicites, en disant, je te commente, je te like, tu me dois l'appareil. Et s'il n'y a pas ça, et du coup, j'arrêterai de le faire. Tu vois, alors que normalement, si tu dois encourager quelqu'un, le féliciter ou lui faire un compliment, c'est pas dans le but qu'il t'en fasse un en retour, quoi. Ouais, alors ça c'est dans le jargon ils appellent ça une boucle de rétroaction de validation sociale. Voilà, merci. Tu likes ceux qui te like et ainsi se crée une boucle. C'est ça. Mais là encore une fois, on a une espèce de ressort humain qui est à la fois manifesté et magnifié par la conception de l'application. Ouais. Donc en fait, l'application ne crée pas le besoin. Non. Par contre, il crée un usage qui fait écho à notre besoin. C'est ça. Et j'ai écouté, tu vois, souvent, c'est marrant parce que tu as beaucoup de personnalités, tu sais, qui sont sur Twitter. Et tu les entends se plaindre dans différentes émissions, des journalistes, tu vois, de la méchanceté que peuvent avoir les gens. Et ils disent, en gros, Twitter, souvent j'entends ça, en gros, Twitter a créé un espèce de tribunal populaire c'est la vindicte, quoi, tu vois, la nouvelle vindicte populaire que tu as, et c'est en gros toute la poubelle et les rebuts, etc. Mais alors, c'est vrai que Twitter crée un espace d'expression, mais Twitter ne fait que révéler, donne un outil et donne la possibilité à des gens de dire ce qu'ils ont dans le cœur. C'est un révélateur, quoi. Ça vient amplifier un comportement et tu donnes accès à la spontanéité de la pensée des personnes qui, c'est vrai pour le coup, est souvent assez rudimentaire. Ouais. Donc l'outil ne fait que donner une opportunité, en fait, créer l'opportunité. Oui, mais il ne fait pas que donner une opportunité, il incite à un usage particulier. Oui, complètement. C'est qu'on n'est pas dans la neutralité, on est dans un usage qui est déterminé par la conception. Et qui va encourager. Mais je veux dire, ça ne génère pas, ça ne crée pas ça encourage le péché, mais ça ne va pas créer le pécheur, quoi. Exactement. Il y a un autre, alors là, toi, tu as plutôt insisté sur le côté des aspirations, du cœur, etc. Ouais. Il y a une autre chose qui est très importante, en fait, à une grande part du succès des réseaux sociaux, c'est la question, la question du divertissement ou de la distraction, tout simplement. Ouais. En fait, il y a quelque chose dans le cœur humain qui, au-delà de l'approbation sociale, etc., désire se divertir. Ouais. Et ça, il faut le reconnaître, parce que ça explique qu'on puisse passer du temps sur des choses où il n'y a pas trop d'approbation sociale. Par exemple, je prends... alors, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu des réseaux sociaux, mais si je prends YouTube, par exemple, où... Alors, pourquoi on peut en parler dans les réseaux sociaux ? Parce qu'il y a un fort sens de la communauté. Oui. Et l'économie aussi est construite sur la communauté. Mais on peut prendre aussi des jeux, tu vois, comme Candy Crush. Ou tous les jeux qui sont... tous les petits jeux comme ça aujourd'hui. Ils sont aussi conçus avec les mêmes biais cognitifs de renforcement, d'approbation, où tu débloques souvent des nouvelles combinaisons. À chaque fois que tu fais un truc, il y a beaucoup d'effets sonores, etc. Tout ça, c'est fait pour... comme si tu avais une espèce de fan club à chaque fois que tu fais un truc bien qui t'encourage. Ouais. Mais il y a la question de la distraction qui est là et qui est pas nouvelle. On se rappelle la phrase de Pascal, hein. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre. Et puis un peu plus loin dans la même partie, il dit « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux
de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux. Et en fait, il y a l'idée de rechercher à se distraire. L'idée de rechercher à s'extraire de la vanité de ce monde en s'enfonçant dans la mondanité. Et ça, c'est un paradoxe intéressant pour nous, pour notre apologétique. Et c'est qu'elle nous porte, encore une fois, il note que c'est depuis l'iPod que l'homme a les moyens d'être continuellement distrait de son propre esprit. Il dit, l'iPod, c'est le premier outil technologique qui nous permet d'être distrait sans arrêt. Parce qu'avant même, tu vois, c'est vrai qu'il y avait déjà des lecteurs de musique portable. Mais c'était des cassettes, c'était des CD. Je veux dire, tu peux l'écouter plein de fois d'affilée, mais le contenu, il reste limité. Avec l'iPod et avec la capacité... Et d'ailleurs, c'est ce que disait la pub, je crois que c'était 10 000 chansons dans ta poche ou un truc comme ça. C'est comme ça que Steve Jobs l'avait advertisé. Ouais. Et donc, la question de la distraction... Et c'est aussi ce que dit Calvin au début de son institution. Tu sais, il commence avec la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Et il dit, la connaissance de soi, il n'y a que quand on rentre au fond de soi-même, qu'on se rend compte à la fois de notre solitude, de notre misère, et que l'on est appelé à se tourner vers Dieu qui peut nous en sortir. Et ça, c'est un des leviers aussi de ces réseaux sociaux, c'est d'agir sur notre soif de distraction. Ouais. Et typiquement, c'est pas étonnant que dans une société postmoderne qui est revenue un petit peu de tout, qui rejette aussi l'idée du transcendant souvent, ou qui en fait vit dans une espèce de fuite parce que notre cœur a besoin de s'accrocher à quelque chose. On a besoin de ça et finalement on avait déjà parlé dans l'épisode sur Competing Spectacles où finalement on est dans une quête constante de spectacle, de divertissement parce qu'il faut bien nourrir notre âme, quoi. Ouais. Et ça c'est ok. Ouais, ici ce verset de Proverbe là qui est magnifique. Alors attends, je l'ai là. Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés. De même, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Proverbe 27-20. Ouais. Alors, je te propose qu'on puisse se poser la question sur les dangers et les opportunités des réseaux sociaux. Bon, on a déjà parlé, je pense, pas mal de certains dangers. Oui. Peut-être on peut être un peu plus concret aussi sur les opportunités que ça peut créer. Oui, exact. Et la première question, c'est une bonne question de se poser cette question, de se demander les dangers et les opportunités. Et moi, j'ai commencé aussi l'atelier là au centre évangélique avec une citation de Paul Virilio, qui est un gars qui a réfléchi toute sa vie sur le risque. Et il a une phrase qui est connue, il dit « Inventer le navire, c'est inventer le naufrage ». Et on peut se poser la question, en inventant le smartphone, quel danger on a inventé ? Et il faut vraiment se poser la question, quels sont les dangers que représente l'usage de mon smartphone pour moi ? Ouais. La sagesse, elle commence par là, par reconnaître des dangers, mais qui sont des dangers pour moi. Ouais. Moi, ce que je constate, alors tu vois, moi je prends souvent les transports en commun, je suis dans le tram, et c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Enfin, il y a un côté glaçant quand tu vois que tu es dans le tram. Des fois, tu as un niveau qui est un peu plus élevé, tu sais, tu as 2-3 marches, puis tu as des sièges un peu plus hauts dans le fond du tram, et du coup, tu as une vue plongeante sur les gens dedans.
et en fait, tu les vois tous derrière l'écran, et tu vois les images qui défilent, et tu les vois... j'avais lu un truc sur comment les smartphones étaient un peu les nouveaux totems ou doudous pour les grands. Ouais. Où le rapport, encore une fois, tu vois, dans la technologie, le côté tactile a son importance dans l'addiction. C'est-à-dire que le smartphone, mine de rien, tu le caresses, tu vois, pour scroller dans un sens ou dans un autre. Tu as en fait, tu utilises un sens qui est aussi celui du toucher, en plus de celui de la vue. Et bref, et tu les vois tous vraiment sur le smartphone comme ça. Et tu sais, tu vois, tu as la vision, tu sais, il pleut dehors, il fait mauvais, etc. Tu es dans ce tram-là, il est bondé. Et tu as l'éclairage des écrans, tu sais, qui se reflètent sur le visage et sur les verres des lunettes des gens. Et tu les vois, tu sais, ils sont tous comme ça, voilà. Et tu dis, mais tu vois, ce côté de l'isolement dans un monde, un univers qui est fabriqué. Parce que, comme on le disait, hein, ces applications, tout ce que tu vois est le produit, en fait, tout est production, quoi, technologique dans un smartphone. Les applications, les machins et tout ça. Et qui sont complètement étrangers ou dans une bulle et pas du tout attentifs au monde extérieur, tu vois. Donc ça, moi, je trouve le côté de l'isolement et de l'enfermement où finalement le smartphone devient ton interface du réel et quelque chose, moi, tu vois, je me dis, voilà, on a créé tu vois, pour moi, une interface avec tous ces réseaux sociaux dans les relations. Qui induit un certain comportement donc dans ces relations. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je trouve qu'il y a un paradoxe ici, qui est un paradoxe intéressant pour réfléchir ces usages-là. C'est qu'à la fois, nos usages créent un isolement, comme tu le dis, mais témoignent d'une peur de la solitude. Oui. Bah, c'est ce qui est dans la génération smartphone. C'est tu es proche des gens qui sont loin et tu es loin des gens qui sont proches. Alors, je parle même pas de ça. Je parle pas des relations. Je parle vraiment du rapport à soi. D'accord. C'est-à-dire que on va s'isoler. On va s'isoler justement dans ces applications et s'isoler des autres, comme tu le dis. Ouais. Mais on va fuir la solitude. Ouais. C'est pas comme si on aimait être tout seul. Justement, parce que dans notre isolement, on va avoir une espèce de sentiment de communauté, d'appartenance, de relation, etc. Ouais. Mais par contre, on va fuir la solitude dans le sens où on ne peut pas se retrouver seul face à nous-mêmes et face à Dieu. Ouais. Et je pense que c'est une des pistes, alors qu'on verra peut-être dans notre dernier point, Memento Mori. Et peut-être par rapport aux opportunités, je pense qu'il y a certaines vraies opportunités, mais la question que je poserai, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ouais. Et tu vois, Cal Newport, il cite l'exemple de David Henry Thoreau, celui qui a écrit... Tu peux le reprononcer? Non, tu vas te foutre de moi. En français, David Henry Thoreau. Ah oui, ok. Celui qui a écrit Walden ou La vie dans les bois. Ouais. Et il explique en fait que Thoreau, il garde un journal de toutes ses dépenses. Et en fait, il veut établir ce dont il a besoin pour vivre. Et après, il se pose la question, est-ce que pour ce que je fais, cela vaudrait le coup que j'achète une charrette? Et en fait, il dit, si j'achetais une charrette, il y a beaucoup de mes déplacements qui seraient beaucoup plus simples par rapport à ce que je dois faire. Par contre, il dit, il faut que je calcule combien de temps je devrais travailler en plus pour me payer une charrette. Et il montre qu'en fait, le coût est beaucoup plus élevé de travailler tout ce temps en plus pour s'acheter une charrette qui va lui épargner du temps, mais qui lui aura coûté beaucoup plus de temps pour l'acquérir. Ouais. Et Cal Newport, il dit, mais il faut se poser la même question dans nos usages des réseaux sociaux. Ce qu'on croit gagner et ce qu'on croit obtenir, les opportunités qu'on croit avoir avec les réseaux sociaux, est-ce que ça dépasse le coût qu'on est prêt à payer? Ouais. Et moi, par exemple, je me suis posé la question... En fait, comment j'ai quitté les réseaux sociaux? Alors, je commençais à réfléchir, mais c'était pas tant quelque chose d'idéologique que quelque chose de pragmatique au début.
C'était la fin de l'année. Je crois que c'était ma première année de licence 3 là, à la fac. C'était le temps des examens. Toi-même, tu sais que en étant à plein temps, plus la fac, plus tout le reste, le mois de mai, c'est chaud. Le temps est cher. Donc, mois de mai, je crois que c'était à fin avril ou quoi, j'ai dit c'est mort. Je coupe mes réseaux jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin des devoirs, etc. J'ai coupé. Et en fait, après, j'ai dit, mais je me sens pas si mal, en fait. Et même, il y a des trucs qui me gonflaient, que j'ai plus, et ça me manque pas. Et ce que je recherchais, ou les avantages que je croyais avoir, les opportunités que je croyais avoir, je les ai ailleurs. Dans des outils qui me coûtent moins. Et du coup, je suis jamais revenu. Ouais. J'ai fait la même chose avec Twitter. Mais en fait, je me suis rendu compte que les opportunités qu'ils nous vendent sont si petites par rapport au prix à payer que pour moi, le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle. Excellent. Ouais, tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à... J'avais appris ça, moi, au travers de mes périples au niveau de la santé, auprès des médecins. En fait, dans le médical, tu as un petit peu le même principe. Je crois que ça s'appelle le principe de précaution. Je ne suis pas sûr que ce soit le nom exact en médecine. Mais en gros, avant de faire un acte, par exemple, chirurgical, les médecins se posent la question du gain espéré, enfin escompté avec l'opération par rapport au risque que ça fait prendre au patient. Ouais. Et par exemple, faire une opération où tu te dis, bah oui, il y a un gain, ça peut apporter un plus, mais toute opération, tout acte chirurgical invasif comporte un risque. Il y a une anesthésie générale, il y a des risques de contamination, etc. Et il faut vraiment que le gain escompté soit significatif. Bon, je pense qu'un médecin qui m'écoute, il doit peut-être péter un plomb, ça va être beaucoup plus précis que ça, mais en gros, l'idée, elle est là, quoi. C'est-à-dire que l'idée, voilà, l'idée, elle est là, c'est que il faut que le gain en vaille le coût pour qu'on fasse l'acte chirurgical, parce qu'il y a toujours un risque, quoi. C'est ça. Et finalement, c'est un petit peu la même chose, tu vois, que je me pose. C'est en gros, est-ce que le gain d'un usage d'un réseau social vaut le risque qu'il te fait prendre? Est-ce que le gain est vraiment supérieur au risque qu'il t'apporte? Et c'est la question, en fait, moi aussi, que je me suis posée. Et c'est la question, en gros, est-ce que tu peux, est-ce que tu dois, par rapport au fait de ce que tu veux, quoi. C'est ça. C'est un petit peu toujours ces trois verbes-là qui sont un petit peu qui doivent rentrer en dialogue. Et moi, c'était alors un peu plus tôt, je me souviens, c'était déjà à l'IBG, je crois, où en fait, moi, je publiais très peu. En fait, je m'y suis mis tard sur les réseaux sociaux, parce que j'étais un peu un gars à l'ancienne, quoi. Je comprenais pas, je raisonnais un peu déjà comme un vieux, quoi, tu vois. C'est ça, j'attendais que tu dises un vieux plutôt qu'un gars à l'ancienne. Ouais, non, mais tu vois, un gars où tu te mets pas en scène, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout, enfin, tu vois, c'était vraiment pas mon délire. Mais j'y suis allé parce qu'au bout d'un moment, tout le monde y était. Et en fait, je crois que je m'étais pas trop posé la question de pourquoi j'y étais allé. Et en fait, tout le monde, pour l'approbation sociale, quoi. Exactement. Et comme tout le monde, pour être sûr d'être... Voilà, je me suis comporté un petit peu comme les autres. Avec quand même un peu plus de réserve et de retenue. Tu vois, j'ai jamais trop étalé ma life sur les réseaux sociaux personnels, où tu vois, j'ai jamais posté des commentaires, voilà. Mais en fait, justement, comme en fait, dans le fond, j'adhérais pas d'abord à Facebook. Finalement, en fait, j'y allais de temps en temps, assez régulièrement, mais un peu, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, les ghosts. Je sais plus comment, en gros, les utilisateurs fantômes, quoi, tu vois. Qui en gros sont sur la plateforme, regardent, suivent ce qui se passe, mais qui eux-mêmes ne publient jamais rien. Et du coup, ou sinon je faisais juste des relais après quand je commençais à bloguer, tu vois. Je relayais mes articles, voilà. Et en fait, ouais, enfin tu vois, tu fais ta propre éloge ou ta propre autopromotion, quoi. Et ça, dans le fond, ça me gênait de faire ça. Et en fait, oui, c'est toute la... Alors, aussi avec... Alors, j'avais déjà fait avant ça, mais la lecture de Cal Newport aussi, Deep Work, pardon. Et en fait, aussi le désir d'avoir une vie qui soit intense. Et qui intense et intentionnelle. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est beau ça. Oui, c'est ça. Et du coup, je me disais, bah ouais, je veux vraiment servir Dieu de tout mon cœur. Je veux, voilà, le temps. Et c'est moi, c'est un truc, c'est quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas une autre chose. Et le temps que je passe sur Facebook, eh ben, je ne le passe pas à faire d'autres choses. Et je me souviens que moi, ce à quoi j'aspire, c'est pas être quelqu'un qui passe son temps sur Facebook, mais c'est quelqu'un qui dévore des livres, qui continue d'étudier, de réfléchir, de produire du contenu qui soit quand même de qualité et qui apporte quelque chose, que ce soit des prédications, des enseignements, etc. Et qu'en fait, passer du temps dans de la distraction et à commenter d'autres trucs, etc., en fait, c'était perdre du temps, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme je suivais aussi pas mal de blogs, tu vois, et de sites qui, bien sûr, utilisent toujours les réseaux sociaux pour relayer leurs publications, et j'ai passé à peu près une semaine à veiller à tous ceux qui paraissaient, enfin, tous ceux que je voulais suivre, comme blogueur ou comme auteur, et qui publiaient sur Facebook. Et du coup, je suis allé m'abonner à leur mailing. Et je me suis dit, voilà, une fois que j'étais sûr que j'avais fait le tour, du coup, je me suis désabonné. Et en fait, j'ai jamais regretté. C'est clair, après, j'ai gardé Twitter plus longtemps, parce que l'avantage de Twitter, c'est que Facebook, c'est vraiment tes amis. Twitter, c'est les tendances. Et de pouvoir suivre l'actualité, comme je suis un gros consommateur. Raph, ouais. Oui, toi, jamais dans la tendance. Oui, bien sûr, je sais. T'as pas envie d'être jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Je sais, voilà. Si vous avez la ref, c'est 1 000 € de la part de Mathieu. Oh là. Donc, du coup, ouais, enfin voilà, tu vois, c'était de suivre un petit peu l'actu, etc. Ou tu sais, quand il y a le mercato, tu vois, pour le foot, que tu suis bien le foot. Non, je sais pas. Voilà, tu sais pas, ouais, parce que tu connais pas. Mais voilà, et en fait, et après, j'ai réalisé qu'aussi sur Twitter, effectivement, tu retrouves le même scénario, c'est que tu vois ce que les gens font, ce qu'ils disent, et effectivement, en fait, les gens se sentent poussés à donner leur avis alors qu'on s'en fiche. Voilà, et ils se sentent poussés des attributs masculins parce qu'ils sont derrière des ailes, c'est ça. Voilà. Des couettes, ils se font pousser les couettes, ils se sentent pousser des couettes, tu vois. Et en fait, je me disais, mais tu sais, ça m'énerve, quoi, tu vois. Et surtout quand tu vois des gens que tu connais, qui sont doux comme des agneaux dans les relations, tu vois, quand t'es en face d'eux, et qui, dès qu'ils sont derrière un écran, ils sont infernaux. Ils ont des couettes qui ont poussé. Ils sont comme des fous furieux, tu vois. Et je me disais, mais les gars, sérieux. Enfin, ça m'irritait. Et en fait, je me suis dit, moi-même, je suis un hypocrite. En fait, je passe mon temps à juger. Et en fait, je passe mon temps à médire. Je passe mon temps à me moquer. Et en fait, c'est vraiment pas un comportement à la gloire de Dieu. Donc en fait, si je considère que je suis libre aussi de ne pas y être, je suis pas obligé d'y être, même si tu travailles sur le net avec voilà, le blog, machin. Je me dis peut-être que si j'avais une activité hyper présente sur les réseaux sociaux, à commenter, ça augmenterait je sais pas, la visibilité de tes articles. Mais en fait, je m'en fous. Le gain, justement, n'apporte rien, ne vaut tellement pas la sérénité et le fait de pouvoir apprendre, voilà, à avoir une vie plus concentrée sur d'autres choses, quoi. Donc, sur l'essentiel. Sur l'essentiel, exactement. Donc voilà. Bon. Après, bon, on a été quand même assez négatif, mais c'est vrai que les réseaux sociaux créent quand même quelques opportunités. Depuis tout à l'heure, on se demande, c'est quoi l'opportunité? Ouais. Et nous, on dit, en fait. Ouais. Non, mais tu as des trucs où tu peux être effectivement quand même... aide-moi. Il y a quand même des belles opportunités. Si tu peux avoir des bonnes informations, tu peux voir passer des belles choses, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour diffuser l'amour, la paix. Et plein d'espoir et des cœurs et des bisounours et des arcs-en-ciel, des licornes, des papillons. Écoute, moi je pense qu'il y a des gens qui ont un appel. Arrête de dire des bêtises. Ouais. Il y a des gens qui ont. Moi, je peux concevoir qu'il y a des gens qui ont un appel particulier. Pas juste à être sur les réseaux sociaux et à dire n'importe quoi. Oui. Mais tu vois, un gars qui dit moi, je pense qu'il faudrait avoir une présence sur Twitter, non seulement de gars qui relaient des trucs intéressants. Ah bah oui, Albert Moller par exemple. Albert Moller. Lui, il en parle de ça, de l'influence. C'est ça. Chercher à avoir de l'influence, mais il y a une vraie place pour l'influence. Oui. Mais le danger que je vois, c'est que
souvent les mecs croient qu'ils ont une influence alors que c'est des gros suiveurs. Mais il y a une vraie place pour l'influence. Après, je pense il faut choisir ses outils en fonction de ce qu'on veut accomplir. Ouais. Par exemple, moi je parle. Les gens qui ont Facebook disent oui, mais ça me permet d'être en contact avec des gens que je vois plus, etc. La vérité, c'est qu'ils sont en contact avec toujours les 3-4 personnes les mêmes. Et que s'ils étaient sur WhatsApp, ils pourraient parler plus facilement à ceux à qui ils parlent jamais. Mais je pense qu'il y a, notamment dans les groupes, il y a des vrais trucs qui peuvent se passer, des trucs intéressants dans le partage, dans l'échange. Mais je reste convaincu que les réseaux sociaux, dans les partages, dans les échanges, façonnent la manière dont on parle et la manière dont on pense. Oui. Je te promets que la seule fois... Et l'immédiateté et une relative anonymité... Anonymous. Ouais, voilà, créer en fait justement des comportements... tu te permets ce que tu ne te permettrais pas si la personne était en face de toi. Et ça dérape souvent. Hein. C'est ça. Et puis le raccourci. Oui. Moi la seule fois que je suis retourné sur Facebook, j'étais avec Quentin. Et il y a 2 gars qui postent un truc sale sous un de mes articles ou sous un article, enfin, peu importe. Ouais. Et j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. J'étais spectateur en direct de mecs qui parlent sans avoir lu l'article, etc. Ouais. Et moi, ça partait d'une bonne intention, tu vois. Moi, j'aurais dit, venez, on s'explique, on fait un Skype et on en parle en vrai, tu vois. Parce qu'en fait, vous avez pas compris, moi, je veux bien vous expliquer. Mais en fait, non, j'ai pas de temps à perdre. Tu leur as pas dit, file-moi ton adresse, je t'attends en bas de chez toi. Mais en même temps, dans mon cœur, il y avait un peu ça. Oui, il y avait viens, on va dehors. Ah ouais, bah viens, vas-y, lâche ton écran, viens, tu vas voir. Vas-y, viens, mets ta webcam. Mais en fait, ça nourrit des trucs pourris dans mon cœur. Et ça, faut faire attention aux cordes qu'on fait résonner dans notre cœur, parce qu'on sait, on est, les gens nous voient. Les gens nous voient et on a un témoignage à garder sur les réseaux sociaux. On en a parlé avec Guillaume et Pascal. Mais c'est important de le redire. Ouais, et puis je pense que le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux aussi te rend plus... tu vois, je suis frappé des fois de voir, par exemple sur une vidéo YouTube, quand tu as un YouTuber, tu sais, tous les gants et les précautions qu'ils mettent pour être sûr à chaque fois, alors que c'est évident, tu vois, de ne pas froisser leur soi-disant communauté ou les différents courants qui y sont représentés. Et je pense que tu as une certaine liberté de te concentrer sur le fond et de ne pas chercher à plaire quand tu es absent des réseaux sociaux, tu vois. C'est ça. Et moi, je sais que plusieurs articles que j'ai pu écrire, je me souviens notamment sur le rôle de l'homme et de la femme dans le couple, tu vois, un sujet qui fait pas mal réagir. Je sais qu'il y avait des potes qui me disaient « Oh mon gars, sur les réseaux sociaux, tu te fais tailler en deux. Les gars, ils te pourrissent et tout, mais t'inquiète frère, j'essaie de te défendre et tout. » Je disais « Mais les gars, j'ai pas besoin de ça, je m'en fous, j'y suis pas. » Les gars, ils battent dans le vent, tu vois, et moi, ça ne m'atteint absolument pas, parce que moi, j'ai produit mon contenu, je l'ai envoyé, et en fait, s'ils kiffent pas, ils lisent pas, et puis c'est tout, tu vois. Tu vois, et moi comme je m'en fous, je vais pas lire, et en fait du coup c'est pas dans ma... Alors n'empêche que c'est réel, et qu'il y a, même si t'es pas alors je pense, tu vois, là, je vais un peu plus loin, tu vois, sur le harcèlement dont on parle beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, même si tu y es pas et que tu sais que tout le monde se moque de toi, ça peut vraiment t'atteindre, mais n'empêche que si tu y es pas, en fait, tu es dans un univers qu'ils créent avec des relations où eux, ils passent du temps, avec des commentaires, où entre eux, ils commentent les commentaires des commentaires, etc. Et toi, en fait, tu as juste autre chose à faire, quoi. C'est clair. Et laisse-les commenter, et toi, tu produis, quoi. Tu vois, voilà, laisse-les sur les gradins à te triquiter, et toi, tu continues. Continue de faire des vidéos. C'est ça. Bien, alors, maintenant, comment vivre en prenant la fin comme point de départ, te rend sage, Mathieu, dans l'usage que tu as de tes réseaux sociaux? Moi, je vais te répondre clairement. Ça me rend... La sagesse me pousse à pas les utiliser. Ouais, alors... Oui, je sais, c'est facile, mais voilà, quoi, tu vois. Le premier truc...
Memento mori, juste rappelle-toi que tu vas mourir. Non, alors moi, à l'atelier, j'avais proposé 3 habitudes Memento mori, justement. Vas-y. La première, c'est... Tu leur as parlé de Memento Mori ou pas? Bien sûr, c'est ça, j'ai dit. J'ai 3 habitudes Memento mori. C'est bon, mon gars. Et j'ai dit, la première, c'est embrasser notre finitude et notre mortalité. Embrasser ton prochain. Non. Ça serait beau. C'était pas mon atelier, ça. D'accord. Embrasser notre finitude et notre mortalité. Wow. Bien sûr, le psaume 90, hein. Ouais. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Et être sage, c'est ne pas croire qu'on est infini ou qu'on est immortel. C'est connaître nos limites et repenser nos usages. Ouais. Et donc, ça, il y a 2 choses. La première, c'est augmenter notre résistance. Mais j'aime bien un truc que Piper avait fait. Je crois que c'était plus sur le péché en général. Et lui, il avait parlé de résistance et de réception. Okay. Et il avait dit, pour combattre les mauvaises habitudes, il faut résister à ce qui est mauvais. Ouais. Et il dit, c'est comme un muscle, en fait. Quand on va s'entraîner, on va s'entraîner à résister et on va bloquer ce qui est mauvais. Et la réception, c'est qu'on va rediriger notre temps et notre attention sur ce qui est bon. Donc, par exemple, si tu fais un régime, le but du régime, c'est pas juste de ne pas manger ce qui n'est pas bon. Ouais. Mais quand même, il y a ça, résistance. Ouais. Réception, c'est de manger ce qui est bon. Ok. Donc, résister aux distractions et se nourrir des bonnes choses. Deuxièmement, j'étais marqué par une prière que Paul fait au début de Philippiens, dans les versets 9 et 10 de Philippiens 1. Je vais te la lire. Vas-y. Il dit... Voilà ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, attention à la partie Memento Mori, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul, il prie que les Philippiens grandissent en amour, en connaissance, pour qu'ils puissent discerner ce qui est important pour être sincères et irréprochables au jour de Christ. C'est hyper Memento Mori. Et est-ce que nous, on prie pour que notre amour, notre connaissance grandisse pour qu'on puisse discerner ce qui est important? Et il me semble que c'est une prière qui est essentielle quand on réfléchit à notre usage des réseaux sociaux. Et le dernier point Memento Mori, c'est, je reprends une expression de Tony Reinke, il dit, plus notre appétit grandit pour le monde visible, plus nous perdons le goût pour le monde invisible. Et le deuxième truc, c'est échanger l'attrait du visible pour l'espérance de l'invisible. Et ne pas diriger nos pensées vers les choses de ce monde, mais faire grandir notre espérance pour qu'on puisse être détaché des mondanités. Avec cette prière du psaume 119, détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Excellent. Je pense que, tu vois, personne sur son lit de mort pourrait regretter de ne pas avoir passé plus de temps sur Instagram. Mais par contre, pourrait regretter justement d'avoir passé... On ne pourra regretter que d'avoir passé trop de temps. Et je pense aussi encore à cette autopromotion, tu vois, auquel incitent les réseaux sociaux, si tu veux que ça marche, et quelque chose que tu cherches. Je pense, c'est le proverbe 27, chapitre 27, verset 2, qui dit « Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ne ce soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. » Et ça, je me dis, si tu as un compte Instagram et que tu as l'habitude de mettre des selfies, mets ça dans ta description de profil, tu vois. Tu vois, parce que... et je pense que vraiment, il faut que de nombreux chrétiens s'examinent
et que Memento Mori doit aussi nous pousser pas simplement au sens, mais aussi à la repentance. Et je pense que le peuple de Dieu souvent rend un très mauvais témoignage dans sa façon de se comporter sur les réseaux sociaux, dans le temps qu'il y passe, dans toujours cette tendance à... Tu vois, je me souviens, moi, un truc qui me rendait dingue, c'était les mecs qui postaient des photos d'eux, soi-disant, avec un hashtag « je fais mon culte personnel », tu vois. Des trucs... Mais ça, mon gars, ça me démolissait. Ça me faisait plonger, quoi. Tu vois, je me disais, mais c'est pas possible. Mais tu sais, c'est l'inverse. C'est tu mets en scène ta propre piété. Tu te dis, mais tu te rends compte de ce que c'est, quoi. Et comme Christ condamnait les pharisiens qui allaient sur les places publiques qui mettaient leur piété en avant. Et nous, c'est la place publique aujourd'hui, c'est un réseau qui est potentiellement mondial, quoi. Ouais. Après, faut faire gaffe aussi parce que alors, c'est clair que c'est beaucoup ça, mais il faut faire gaffe au procès d'intention dans le sens où moi, je peux imaginer que quelqu'un mette une photo et dise « J'ai passé un trop beau moment avec Dieu ce matin », comme un encouragement. Tu vois, j'y crois. Ouais, l'amour ne médite pas le mal, t'as raison, Mathieu. Ton premier point, c'était la naïveté, non? En introduction de... Non, mais franchement... Non, écoute, mais je suis d'accord avec toi. Vouloir édifier les autres, ouais, enfin, bref. Sur mais ça, hein, c'est le début de l'hypocrisie dans Matthieu 6. Hein. Ceux qui partagent, tu veux partager des versets. Il y en a qui, tu sais, qui ont un peu cette mission, tu vois, sur les réseaux sociaux, et qui partagent beaucoup de versets, ou qui vont relayer énormément de ressources, etc. Moi, je te parle vraiment de l'autopromotion de toi, quoi. D'accord, ouais, je vois. Tu peux très bien dire, c'est comme le prédicateur qui va dire, ah, ce matin... dans mon temps de culte personnel, alors que ça faisait 2 heures que je lisais la Bible, je suis tombé sur ce merveilleux passage. Mec, sérieux, tu crois l'affaire à qui? Tu vois, dis simplement, ce texte nous dit, tu vois, t'es obligé de donner le contexte pour que ça parle aux gens. Non, t'as juste envie de leur dire que toi, t'es un mec super pieux, arrête de nous prendre pour un jambon, quoi, tu vois. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est une hypocrisie. Faut lever, à un moment donné, faut le dire, quoi. Tu vois, je vais faire un tweet, tu me laisses 2 secondes. Hashtag True Life. Non, mais peut-être je suis un peu trop dur, tu vois, mais je reconnais que... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu excédé parfois. Ouais, il faut qu'on... En fait, on se rend pas compte à quel point on se laisse façonner par, justement, par la tendance, par les usages du moment. Et vraiment, il faut se mettre un peu en tant qu'observateur de notre propre pratique et se dire vraiment quelles sont nos motivations, qu'est-ce qu'on cherche à produire chez les autres quand ils vont voir ce que l'on a posté. Et à la fin, tu sais ce que ça fait de nous? Ça fait quoi de nous? Des spectateurs du désespoir. Mais c'est tellement ça, purée. Oh là là. Quentin, il faudrait qu'il nous mette à chaque fois les refs. Non, mais il n'a pas le temps, là. Il étudie Liberkov. C'est ça, il a raison. Très bien. Eh ben, écoute, j'ai aucune idée du timing qu'on a fait, mais là, on devrait aborder des pistes pratiques, mais ça fait déjà presque 1h15. À mon avis, notre cher ami qui nous écoutait en pleine nuit s'est endormi déjà 4 fois. On fera peut-être un épisode numéro 2. Ouais, voilà, l'insomnie. Très bien. Eh ben, écoute, un jour peut-être, la semaine prochaine. Nous allons parler d'un sujet hyper mainstream en fait, très large public en fait, qui va exploser notre audience. Ouais. Écoute, on veut faire découvrir des trucs aux gens. À un moment donné, il faut aborder des sujets un peu plus précis. Tu veux nous en dire 2 mots pour teaser et dire pourquoi il faut surtout pas rater cet épisode? Ouais, alors, pour ceux qui aiment l'art, ce sera un épisode encourageant parce qu'on va parler d'art. Pour ceux qui s'intéressent que peu à l'art, ce sera un épisode encourageant puisque on va parler d'art. Excellent. Et l'art, c'est la vie. Et l'art, c'est la vie. Alors, peut-être le petit mot à noter pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, pour ceux qui trichent, c'est mal. Mark Zuckerberg, mais sans faute. Ouais. Ou Berg Zucker, en verlan. Très bien. Allez, Mathieu, je te souhaite une bonne semaine. Ouais. Hashtag salut. Hashtag à la prochaine fois. Allez, ciao.